Bonjour à tous, ici James et bienvenue dans cette piste 2 où on va parler du mythe des 5e Beatles. Sur la piste 1, on avait vu que la question du genre musical peut vraiment dépendre du pays auquel il est rattaché. Aujourd'hui, en prolongement, on va plus parler de personnes physiques individuelles que d'identité culturelle d'un groupe social. Et donc on y va. C'est quoi le mythe des 5e Beatles? En fait, c'est assez intuitif, ça représente toutes les personnes qui les pas sur le devant de la scène, mais qui ont participé à l'œuvre des Beatles. Que ce soit d'un point de vue esthétique, d'un point de vue technique ou même d'un point de vue administratif. Je vais donc ici brosser un panorama assez général des candidats les plus crédibles, tout en expliquant ce qu'ils ont apporté, que ce soit en bien ou en mal pour certains. Je vais pas tous les évoquer. Je vais notamment zapper tous les musiciens d'avant 1962 qui ont participé aux premières moutures des Beatles. Sauf un, Pete Best. Pete fut le batteur des Beatles de 60 à 62. Remplacé par Ringo Starr. J'ai choisi de l'intégrer à cette liste pour deux raisons. D'abord, c'est quelqu'un qui a participé aux premières répétitions des Beatles, puis au premier concert à Liverpool, et même au premier enregistrement. Mais aussi, il symbolise la période des Beatles d'avant qu'ils soient connus, ou c'est rien dire, quand ils étaient encore dans une mouvance beaucoup plus rock'n'roll. C'est en partie pour ça qu'il s'est fait virer, il voulait pas trop suivre la nouvelle direction du groupe. Et en plus, il avait une grande gueule, il commençait à être très apprécié des médias et des filles, ce qui peut expliquer son éviction. Mais quand il a fallu le lui annoncer, les Beatles n'y sont pas allés eux-mêmes, ils ont envoyé Brian Epstein. Et gros, c'est à toi là. Oui, James, qui est donc Brian Epstein? Merci, putain, t'avais une phrase à dire. Je suis un esprit libre. Donc, Brian Epstein, c'est leur premier producteur. C'est celui qui est tombé sur eux dans un pub liverpoolien et qui a vu en eux le futur du rock. Marty! Brian Epstein, c'est vraiment le producteur mort de faim qui va faire le tour des labels anglais pour faire signer un contrat à ses protégés. Est-ce que les Beatles auraient percé sans lui? Ben on saura jamais, mais en tout cas c'est grâce à lui qu'ils l'ont fait. Il était tellement impliqué dans la vie du groupe que le changement de style, coiffure, costume, cravate, viendrait de lui. Et sa mort en 67 va faire beaucoup de mal aux Beatles, car c'était vraiment devenu un ami. Les amis, allons-y. Mal Evans et Neil Aspinall. Des 5e et 6e Beatles, oui, au quotidien, ils étaient tout le temps avec eux. C'était les road managers, un peu les larbins, les gros larbins, les chefs des larbins, les larbins en chef. Leur travail, c'est conduire le bus, faire le thé, démarcher des hôtels, faire toutes les petites choses du quotidien que les Beatles ont la flemme de faire. Faut pas les voir comme des bourrins, c'était vraiment des amis des Beatles. D'ailleurs, Neil va devenir le directeur général de Apple, l'entreprise chargée de gérer tout le business des Beatles. Et d'ailleurs, quand on demande à George Harrison qui seraient les potentiels 5e Beatles, il répond soit Neil, soit Derek Tyler. Je ne connaissais pas Derek Tyler avant de faire cette vidéo, mais il se trouve qu'il était l'agent de presse des Beatles. C'est donc la personne chargée de leur image et d'encadrer leur communication, ce qui est un putain de défi quand on sait ce qu'ils sont capables de déclarer à la presse mondiale. Je vais pas plus m'avancer parce que comme j'ai dit je le connais très peu, mais c'était probablement une sorte de grand frère. Je dis grand frère parce que le papa du groupe, c'était George Martin. George Martin fut le producteur des Beatles, donc là vous devez vous dire comme Brian Epstein. C'est un peu différent. On peut dire que Epstein c'était le producteur des 4 mecs au quotidien et que George Martin c'est le producteur des 4 musiciens en studio. Et il était présent quasiment à toutes les séances des Beatles entre 62 et 70. On lui doit des choses assez floues comme le fait qu'il aurait donné une discipline créative au début, qu'il les ait encadrés pour qu'ils soient vraiment productifs. C'est aussi un excellent musicien qu'on entend jouer pas mal de clavier dans les morceaux des Beatles et qui a même composé certains trucs comme la mélodie de Eleanor Rigby. Cependant, il a un défaut principal, c'est qu'il n'a jamais reconnu perdre son emprise sur le groupe, et donc il s'approprie pas mal de choses qui ne sont pas de lui. Et cette volonté de faire croire qu'il contrôle tout a surtout écrasé quelqu'un que j'admire depuis que j'ai lu son bouquin, Geoff Emerick. C'est ni plus ni moins la gestion des Beatles. Ce qui est, là aussi, un putain de défi quotidien. Vous imaginez John Lennon qui débarque un matin et qui te dit « Bonjour Geoff, aujourd'hui je veux que ma voix résonne comme celle du Dalai Lama, prêchant en haut d'une montagne. » Tu as 12 minutes. Et le pire, c'est qu'il a réussi à chaque fois. C'est vraiment à lui qu'on doit quasiment toutes les trouvailles purement techniques des Beatles. Voilà, c'est vraiment l'incarnation du technicien professionnel. Le Beatles arrive, lui donne un concept, Geoff Emerick répond « Ok » et il trouve un moyen de le rendre possible. Par exemple, un jour, il a eu l'idée simple et géniale de transformer un haut-parleur en micro. Bah oui, c'est juste conçu pour transformer un courant électrique en son. Donc si t'inverses, bah ça devient un micro. Ça marche. Et enfin, c'est quelqu'un qui a tout de suite compris qui était vraiment Magic Alex. Magic Alex. Alors, c'est une sorte d'artiste, c'est un gros blaireau. Le genre d'incapable à s'incruster en se faisant passer pour un pro. Il va réussir à faire croire aux Beatles, et particulièrement à John Lennon, qu'il est un petit génie de l'électronique. Alors qu'il n'y connaît rien. Au point qu'ils vont lui donner la charge de construire le studio dans les sous-sols d'Apple pour pouvoir échapper à ceux d'EMI. Ah non, ils aimaient pas du tout les studios d'Abbey Road, hein. Faut pas du tout croire que le nom de leur dernier album est un hommage. En fait, au départ, ils voulaient l'appeler Everest.
Mais ils ont eu la flemme de faire l'aller-retour en Himalaya pour prendre la photo. Du coup, Ringo Starr a dit pour déconner, on va l'appeler Abbey Road et prendre une photo dans la rue. Bah ils l'ont fait. Enfin bref, Magic Alex va se lancer dans cette construction en leur promettant un enregistreur 72 pistes. Sachant qu'à cette époque, le 8 pistes est une révolution. Comment ils ont pu croire que c'était crédible? Évidemment que tout le projet foira, le studio était pourri, les baffles étaient à chier, les micros étaient nuls, les circuits électriques pendaient au plafond, il n'y avait aucune communication entre le studio et la régie. Et alors sa table d'enregistrement 72 pistes, autant mettre une planche. Il ne reste plus qu'une dernière 5e Beatles. Je pense que beaucoup d'entre vous ont une idée de qui je vais parler, c'est un nom avec beaucoup de O. Yoko Ono, la 2e femme de John Lennon. Alors, a-t-elle provoqué la fin des Beatles? Je pense pas, ils commençaient déjà à se détester avant qu'elle arrive. Mais il faut vraiment comprendre que le studio des Beatles était un endroit sacré. Les seules personnes qui avaient le droit d'y entrer, c'était donc les Beatles, George Martin, Geoff Emerick et éventuellement des assistants, et des personnes qui venaient pour jouer. Du coup, imaginez John Lennon qui débarque en 69 en disant « Dorénavant, Yoko Ono sera là tout le temps avec nous en studio ». Ça a vraiment foutu la merde. Et alors quand elle a commencé à vouloir donner son avis, parce qu'elle n'avait aucun tact et qu'elle a voulu donner son avis, Paul McCartney, qui était très fier, a pas du tout, mais pas du tout aimé. Ça va aller très très loin, elle finira par avoir son lit dans un coin du studio pour qu'elle puisse dormir quand elle est fatiguée. Je sais pas si elle était consciente ou non d'emmerder le monde à ce point. Bien, on va conclure. À quoi ça sert que je vous raconte tout ça? Enfin, on va prendre un exemple précis. Même s'ils n'ont pas été les premiers à le faire, les Beatles ont complètement révolutionné la vision du studio dans les années 60. Ce n'est plus un espace d'enregistrement, c'est un espace de création à part entière. Mais du coup, tout ça, toute cette révolution, on la doit à qui? Aux Beatles qui avaient les idées ou à Geoff Emerick qui a inventé tout ce travail de studio? Ça pose deux questions passionnantes. Premièrement, c'est qui le créateur entre celui qui trouve un concept et celui qui le concrétise? Et surtout, deuxièmement, c'est qui crée les genres musicaux du coup? Qui crée les codes? Est-ce que le travail d'une demi-douzaine de personnes, voire d'une seule personne, peut créer un genre musical? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est la perception du public qui crée les différenciations? Je vous quitte sur ces réflexions.